Les beacons étaient très à la mode dans les années 2013-2016. Et c'est un sujet que nous avons d'ailleurs beaucoup traité sur ce site. Depuis, on en parle beaucoup moins. Mais c'est un tort. On peut constater avec Guillaume Tassetto, fondateur de Kairos Fire, que ces petites balises, traduction littérale du terme beacons, permettent de résoudre une énigme aussi vieille que le marketing, celle de l'efficacité de la publicité traditionnelle. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, la technologie des beacons permet de démontrer l'efficacité de la publicité traditionnelle. Un sujet réalisé en partenariat avec Écran Mobile et Kairos Fire. Nous avons rédigé ce billet avec notre objectif habituel d'indépendance et d'authenticité. Vers 2014, les beacons devaient révolutionner le Drive to Store. Pourtant, les initiatives qui étaient présentées comme de bonnes pratiques à cette époque-là ont fait long feu, comme les iBeacons qui étaient censés les faire marcher. Nous avions un peu perdu de vue ces technologies depuis lors avec un petit détour par Facebook en 2016 qui a plutôt effrayé tout le monde, et nous pensions que les beacons étaient morts et enterrés. Et nous avions bien tort. Les beacons sont un cas d'école de l'innovation technologique du fait du recul que nous avons maintenant. Guillaume Tassetto se penche dans ce podcast sur l'historique de ces technologies. Tout a commencé par la mention des iBeacons lors d'une WWC d'Apple en 2013. Cela a donné lieu à un joli buzz comme on en trouve souvent dans la tech avec des annonces quelque peu emphatiques sur les déploiements de ces iBeacons, notamment dans la célèbre et luxueuse Regent Street en 2014. Dans une interview réalisée par Visionary Marketing au salon Digital Marketing One-to-One de 2014, justement, Philippe Leclerc d'Ad4Screen décrivait ce projet. Mais si l'industrie est friande de ces effets d'annonce, l'innovation technologique va quant à elle à son rythme, bien différent de celui des médias grand public. Les bornes de première génération étaient focalisées sur le geofencing et se concentraient sur une donnée unique, la visite en point de vente. La faiblesse principale des beacons, nous dit Guillaume Tassetto, de première génération, était le nombre d'applications mobiles qui avaient intégré le SDK pour détecter les boîtiers. Chaque distributeur voulait s'appuyer sur sa propre application, et le trafic n'était pas au rendez-vous. La promesse des beacons de première génération non plus. Voici une des raisons pour lesquelles cela a fait flop. Mais à partir de 2018, Kairos Fire s'est lancé dans la mesure d'impact des investissements médias dans le monde physique en sous-traitant aux distributeurs le déploiement des boîtiers, ces fameux beacons, dans chacun de leurs points de vente. Je vous laisse en compagnie de Guillaume Tassetto qui vous explique tout des beacons et comment on peut, grâce à ces boîtiers, en déduire le ROI de la publicité traditionnelle. Eh bien, je suis avec Guillaume Tassetto. Bonjour Guillaume, tu es le fondateur de Kairos Fire. Et Kairos, c'est un très joli nom d'ailleurs, ça vient du grec et ça veut dire se trouver au bon endroit au bon moment. Et ça tombe bien parce que nous allons parler d'un sujet qui était très à la mode il y a quelques années, presque 10 ans maintenant, dans les années 2013, qui s'appelle le beacon. Alors, c'est un sujet intéressant à la fois d'un point de vue de Drive to Store, mais c'est aussi, on pourrait presque dire, un cas d'école de l'innovation technologique, parce que justement, il y a un recul sur ces beacons. Alors, refais-nous un petit peu l'historique de 2013. Je crois que ça a commencé par une keynote Apple. Bonjour Yann, écoute, je suis ravi d'avoir cette discussion avec toi et de replonger un petit peu dans le passé, effectivement, des usages et des technos. Effectivement, en 2013, il y a eu une keynote d'Apple avec je m'en souviens encore, avec un nuage de tags, et dans ce nuage de tags, il y avait un mot un peu bizarre qui était iBeacon.
Et donc tout le monde s'est un petit peu emparé de cette nouveauté en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait c'était effectivement une technologie qui permettait de géolocaliser les gens en magasin de manière fiable et surtout légale, c'est-à-dire en respectant la privacy des utilisateurs, parce que Apple s'était rendu compte que sur le marché à ce moment-là, c'était très à la mode, très en vogue, et que pas mal de startups utilisaient des technologies qui collectaient des identifiants un peu à l'insu des utilisateurs sur leur téléphone, de manière pas ni légale, et qui contrevenait également aux règles des OS Android et Apple. Et donc Apple a proposé cette solution-là sur le marché, mais sans en dire beaucoup plus. C'est une technologie surtout en fait plutôt software, c'est-à-dire qui permettait de passer par des applications mobiles, donc en intégrant ce qu'on appelle un SDK pour détecter des signaux Bluetooth. Et puis après le hardware, en fait, Apple n'a jamais produit eux-mêmes, n'ont jamais produit de borne beacon en tant que telle. C'était vraiment plutôt du soft, mais parce que la borne beacon, en fait, ce n'est qu'un émetteur Bluetooth avec une petite antenne et une petite batterie. Donc c'est pas très technologique, et donc Apple s'est dit qu'ils avaient aucun intérêt, aucune valeur ajoutée à créer ça. Alors la promesse technologique à l'époque, c'était de pouvoir envoyer des notifications personnalisées. Je me souviens, il y avait des sortes de scénarios avec des gens qui passaient devant des magasins, qui avaient la carte de fidélité du magasin, et immédiatement, poum, on les super ciblait au moment où ils passaient. Ça ressemble presque à de la science-fiction, et on leur disait mais là il y a une promotion chez L'Occitane, et vous êtes un client fidèle de L'Occitane, il faut absolument rentrer dans le magasin pour en profiter. Finalement. Le premier problème qui est lié à ça, c'est encore une fois, il faut passer par une application mobile qui intègre un SDK pour détecter le boîtier, et les retailers que tu as cités, qui ont testé, sont passés par leur propre application, qui n'était pas suffisamment téléchargée. Et en médias, en publicité, pour avoir vraiment de l'impact, il faut du volume. Et là, il n'y avait pas ce volume, lié d'abord aux apps qui n'étaient pas suffisamment téléchargées. Puis il y avait un autre problème en 2013 qu'on a un petit peu oublié maintenant, mais qui était le taux d'ouverture du Bluetooth. Le Bluetooth à l'époque consommait beaucoup de batterie, fonctionnait en tâche de fond, et les gens l'éteignaient en fait. Aujourd'hui, il y a une nouvelle norme qui s'appelle le BLE, le Bluetooth Low Energy, qui consomme quasiment plus rien, et surtout les OS le maintiennent allumé en continu. Donc ça aide beaucoup sur la volumétrie de données, mais il reste encore cette problématique de l'app à télécharger, qui empêche en fait les usages liés vraiment des purement médias ou de retargeting liés à la technologie beacon. Donc ces technologies, vers 2013, ont commencé à s'installer. Il y a eu des tests. Je me souviens d'un test à Regent Street, mais je pense qu'il y a dû en avoir des centaines des tests comme ça. C'était plus de la com, non? Oui, je pense que tu te souviens, comme tu es un expert de tous ces sujets-là, il y avait la réalité augmentée, le NFC, donc à chaque fois c'est l'occasion pour les marques de faire des tests et de faire de la communication en fait, plutôt que de faire de la performance et du chiffre d'affaires. Donc effectivement beaucoup de marques s'en sont emparées, ont fait des tests 2013, 2014, et puis après il n'y a pas eu d'impact business, donc c'est tombé un petit peu en désuétude. Ouais. Et nous à ce moment-là, on était en recherche d'une solution pour détecter des gens en point de vente, créer une base de données de consommateurs définie non pas par les visites digitales qu'il faisait, mais par les visites physiques qu'il faisait. Et on avait trois exigences. La première, c'était la fiabilité de la donnée. Ça nous empêchait de passer par le GPS parce que on s'est rendu compte en faisant les tests qu'il y avait que 5% de la donnée qui était fiable dans les 5 mètres. On voulait que ce soit légal, bien avant la RGPD d'ailleurs. Mais d'ailleurs, la RGPD n'a rien inventé vraiment. Elle a rendu les acteurs de la chaîne co-responsables, mais les règles étaient déjà très claires sur ce qu'on avait le droit de faire, pas le droit de faire. Et comme la fiabilité passait forcément par des boîtiers, on voulait aussi que la technologie de boîtier qu'on allait utiliser soit scalable, industrialisable dans son déploiement. Et en fait, il y avait que le beacon qui répondait à toutes ces exigences de fiabilité, de légalité et de scalabilité dans le déploiement. Ouais. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a réussi à faire, mais on n'était pas sûr au moment où on a essayé qu'on allait réussir, c'est de pallier la faiblesse principale du beacon, qui est en gros le nombre d'applications mobiles qui sont paramétrées, c'est-à-dire qui ont intégré le SDK pour détecter les boîtiers. On a pallié cette faiblesse en allant chercher et en passant des partenariats avec des grands groupes médias. Donc quand je vais voir Sephora, en fait, je lui propose pas d'intégrer le SDK dans l'app Sephora. J'arrive chez Sephora avec déjà une audience massive de plusieurs millions de personnes qui sont opt-in pour pouvoir proposer à Sephora
Bah à cette époque-là, je savais pas encore quoi, parce que comme les usages liés au beacon n'avaient jamais vraiment décollé, on savait pas forcément ce qui allait marcher, ce qui allait être efficace, et on a décidé de se positionner comme tiers mesureur. On s'est rendu compte que dans le secteur de la publicité, en fait, ça faisait 40 ans, 50 ans que certains médias comme la télé, comme l'affichage, sans même parler des médias digitaux comme Facebook, n'avaient jamais été mesurés par rapport à ce qu'ils pouvaient rapporter dans le monde physique. Et donc on a décidé de se lancer sur ces sujets. Alors, il y a donc 3 points principaux, on va y revenir: fiabilité, légalité et scalabilité, pour parler bon français. Il y aura peut-être un 4e qu'on pourrait rajouter, c'est la neutralité, parce qu'il y a aussi nos amis de Facebook en 2016 qui se sont positionnés sur ce secteur, et là justement pour le coup de la neutralité, c'était un peu loupé. Ouais, c'est un très bon point, Yann. On s'est vite rendu compte que tout cet écosystème ne pouvait être créé que par un acteur tiers. Ça pouvait pas être fait par une agence média, comme un gros groupe publiciste, tu vois, qui aurait pu, qui est au contact et des annonceurs, et des régies, et des technos, et des fonds d'investissement. Donc ils avaient sur papier tout pour pouvoir le faire, mais c'était pas un tiers. Et pareil pour les grosses technos comme Google. Google a aussi essayé, d'ailleurs, de répliquer des tests comme Facebook. Et d'intégrer des boîtiers qui s'appelaient Eddystone pour Google en magasin, mais en fait à l'époque 2016-2017, Amazon était déjà très fort. Les retailers avaient pour la plupart pas vraiment encore pris le tournant du e-commerce et étaient faibles face à ces acteurs-là du digital et avaient très peur. Et donc un gros acteur du digital qui est déjà le champion du web, qui vient vous voir en disant j'aimerais, sans vous le dire comme ça évidemment, mais vous lisez entre les lignes, j'aimerais devenir aussi le champion du monde physique en te bypassant. Et ça n'a pas pris. Donc en fait les retailers ont refusé de déployer les boîtiers de Facebook et de Google dans leurs magasins parce qu'ils avaient peur de laisser rentrer le loup dans la bergerie. Alors c'est là que vous avez joué votre rôle à partir de 2018, si j'ai bien compris, en déployant un réseau de beacons. Alors qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là, où est-ce que vous les avez mises et comment ça se passe? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait pas faire le JC2Co du boîtier beacon. On voulait pas déployer un réseau, ce qui était aussi une des possibilités au tout début du projet. Certaines personnes nous avaient conseillé de faire ça. Mais la vraie valeur, c'était vraiment d'être dans les magasins des annonceurs. Donc, ce sont les annonceurs qui déploient nos boîtiers. Donc, moi, je vais voir, Auchan, Intermarché, Decathlon, But, Sephora, pour leur proposer mes services. Mes services, c'est de mesurer l'impact dans le monde physique, donc mesurer le ROI de leurs investissements médias dans le monde physique, qui représente encore entre 80 et voire 100% parfois pour les concessionnaires automobiles de leur chiffre d'affaires. Et ensuite, ce sont eux qui déploient en fait les boîtiers. Et c'est possible parce que ces petits boîtiers sont, faut imaginer une boîte d'allumettes autonome sur batterie entre 5 à 10 ans. Il n'y a pas de bouton parce que les allumer, ils sont déjà livrés, activés. Et il faut juste le coller à l'entrée avec du scotch double face. Donc le côté scalabilité, pardon pour l'Académie française si jamais il tombe sur ce podcast, le côté scalabilité, il est permis justement par la techno. Et ça nous permet nous aussi de pas avoir besoin d'avoir une armée sur le terrain de gens qui déploient les boîtiers, parce que ce sont nos clients qui le déploient. Et ils le déploient évidemment pas pour nos beaux yeux, ils le déploient parce qu'ils voient la valeur pour eux. Et des fois, ça peut être vraiment un très grand nombre de boîtiers. Je vois chez Intermarché près de 2000, 1876, ou même Kentucky Fried Chicken 270, Auchan 137, Alliance 1705. Alors, est-ce que tu peux nous donner des cas d'usage pour ça, finalement, pour voir à quoi ça sert aujourd'hui ces beacons? Ça sert, je prends Alliance que tu viens de citer, tu vois, c'est un très gros réseau, c'est un annonceur télé, Alliance, un gros annonceur télé, et ils avaient jamais mesuré l'impact qu'avait la télé sur le trafic dans les agences. Ah ouais. Et c'est un enjeu à la fois c'est un enjeu multiple pour eux, c'est un enjeu évidemment de médias, parce que, quand tu dépenses de l'argent, t'as quand même un petit peu envie de savoir ce que ça te rapporte. Et il y a aussi un enjeu, ce qui est le cas des gros réseaux de franchisés également comme Intermarché, de transparence vis-à-vis de leur réseau. Parce qu'en fait, les budgets dépensés par le national, ils sont financés par les magasins au local. Et donc le local toujours évidemment est en attente et en demande de transparence sur la performance des campagnes qui sont opérées par le nation, mais financées par eux.
Et donc c'est ça qu'on leur apporte en fait. Et sur la télé, donc en mi-2018 quand on s'est lancé, on pouvait pas mesurer l'impact de la télé. Mais entre temps, on a fait beaucoup d'efforts pour être compatible avec le plus de médias possible, pour faire la réconciliation entre la visite et l'exposition à un média avec le plus de médias possible. Donc aujourd'hui, donc la télé, l'affichage, le prospectus, bientôt la radio, et évidemment toutes les plateformes digitales. À part la presse, aujourd'hui, on est capable de faire la réconciliation sur quasiment tout le plan. Et donc pour répondre très très simplement et clairement à ta question, Alliance fait une campagne télé. Moi, grâce à mes deals avec des opérateurs télécoms, je suis capable de réconcilier le fait qu'une personne qui est venue en agence, elle a été exposée ou non au spot télé d'Alliance. Je suis capable d'isoler cette campagne, même si en même temps, il y a eu d'autres campagnes avec d'autres médias qui ont été faites, soit d'Alliance, soit de concurrents. Et ce que je donne à la fin, c'est le ROI. C'est pour chaque euro, pour un euro dépensé, combien d'euros potentiels ça a généré chez les agents. D'un point de vue marketing, on comprend bien effectivement l'intérêt. Comment peut-on savoir que j'ai été exposé à la publicité d'Alliance à la télé alors que finalement j'ai pas forcément donné mon accord pour ça? Alors, tu as de toute façon donné ton accord, et tu as donné ton accord. Si tu n'as pas donné ton accord, on peut pas le faire. Et tu as donné d'ailleurs ton accord à la fois à Kairos, mais aussi à l'opérateur télécom. Je sais pas si tu as remarqué, mais de temps en temps, via ta box, tu as un petit pop-up. Exactement comme dans les applications mobiles ou sur le site internet, que tu ne lis peut-être pas forcément, mais qui te demande ça. Est-ce que tu es d'accord pour que ta donnée soit utilisée à différents usages, notamment des usages de mesure? Moi, ce que j'aime bien dans le projet aussi, c'est que certes, on collecte de la donnée, alors que la CNIL appelle personnel. Moi, je trouve que c'est déstabilisant pour le grand public et ça fait peur au grand public parce que j'ai pas de nom, j'ai pas de numéro de téléphone, je suis incapable de te retrouver. Hein. Mais ça reste de la donnée personnelle qu'il faut donc collecter avec des consentements. Mais derrière, j'en fais des extrapolations statistiques. Ce que je donne à Alliance, ce n'est pas ma data. Ma data, elle sort pas de ma plateforme. Ce que je donne à Alliance, c'est un PDF, une présentation avec l'impact de ces campagnes. Oui. Et donc, oui, on traite de la donnée personnelle, mais en fait, derrière, on en a un usage qui est vraiment très respectueux de la privacy. Donc finalement, par rapport à la promesse initiale du beacon, on est un petit peu sur un domaine un peu différent. C'est moins Guillaume qui passe devant le magasin qui nous intéresse que Guillaume en tant que élément d'un échantillon statistique en fait. Que Guillaume, Yann, Jérôme, voilà, qui font partie d'un échantillon. Mais d'ailleurs, encore une fois, on n'a pas les prénoms, hein, donc c'est plutôt des signaux en fait. Ce qui nous intéresse, c'est plus des signaux que les gens. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis, c'est qu'en fait la promesse du beacon, en fait, il n'y a jamais eu de promesse du beacon. Il n'y a jamais eu de promesse du beacon. Donc, et parfois on a tendance à calquer sur des technologies des envies que l'on a. Mais ces technologies-là sont pas forcément les plus adaptées pour ces envies. Et c'est un peu le travail qu'on a fait nous, c'est un peu de débroussaillage, dire ok, qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que ça n'est pas, qu'est-ce que ça permet de faire, qu'est-ce que ça permet pas de faire. Et c'est à partir de ça qu'on a créé en fait la solution. Alors, on comprend bien effectivement que sur nos boîtiers, que ce soit chez Orange, chez SFR ou ailleurs, de temps en temps, on récupère nos données d'un point de vue statistique et que vous les récupérez ensuite. Mais comment faites-vous le lien entre le téléphone qui est repéré par le beacon et la box qui n'est pas forcément liée, qui n'est pas forcément même chez le même opérateur? Comment on fait ça? Ouais. Ben, en fait, déjà, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'un beacon, ce n'est pas un capteur. Beacon en anglais, ça veut dire phare. Et un phare, ça envoie un signal lumineux à la ronde à qui veut bien le voir. Peut-être qu'il y a un bateau, peut-être qu'il n'y en a pas. Et un beacon, que le Bluetooth qu'on utilise, c'est exactement pareil. Ça émet son numéro de série en continu à qui veut bien l'entendre, c'est tout. Donc ça facilite aussi énormément la partie déploiement parce qu'il n'y a pas de sujet RGPD ou en magasin, parce qu'il n'y a pas de captation de data. En fait, la captation de data, elle se fait au niveau du téléphone quand la personne a donné son consentement. Et ce que l'on collecte sur le téléphone, c'est le fameux Advertising ID, qui a justement été créé donc il y a un identifiant dédié à un usage publicitaire, créé à la fois par Google et par Facebook, justement pour fournir aux acteurs de la publicité un tracker respectueux de la privacy.
contrairement à d'autres trackers utilisés avant, et je pense notamment aux adresses MAC, les fameuses MAC adresses, qui sont des numéros de série techniques pour utiliser normalement et pensés pour la connexion au Wi-Fi, mais surtout pas pour un usage publicitaire. On peut pas le désactiver, on peut pas le réinitialiser. Contrairement au device ID, l'advertising ID, vous pouvez aller dans vos paramètres et le supprimer, le réinitialiser. Donc la clé de réconciliation, c'est cette advertising ID, et on comprend bien d'ailleurs qu'il y a toute une série de consentements à récupérer pour pouvoir l'utiliser. Il faut d'abord avoir le consentement de nos apps partenaires pour l'usage qu'on va en faire, c'est-à-dire de la mesure extrapolée statistiquement. Et puis il y a aussi un opt-in au sein du téléphone, dans les paramètres, qui est collecté par Apple et par Google. Donc il y a un peu un triple opt-in. J'accepte de partager ma donnée. Premier opt-in. Deuxième opt-in, j'accepte de partager ma donnée, mais uniquement pour une certaine finalité. Et un troisième opt-in qui est lié à l'identifiant technique qu'on utilise, qui lui-même peut être aussi désactivé. Et donc cet advertising ID, en fait, les opérateurs télécoms le connaissent et sont capables de le réconcilier à la box. Et la box, elle sait qu'elle a été allumée au moment où la pub Sephora passait sur TF1. Donc c'est comme ça qu'on fait cette réconciliation. Et encore une fois, on travaille pas à la personne. En fait, on travaille sur des échantillons de plusieurs milliers de personnes et après on extrapole. Alors ça fait, je comprends, il y a une légitime recherche de l'égalité et de respect de l'utilisateur, c'est une bonne chose. Mais alors du coup, ça implique une cascade de consentement, et cette cascade de consentement, finalement, sur 70 millions de personnes, il vous en reste combien à la fin ? En fait, ça dépend évidemment du réseau de magasins, ça dépend de sa taille, ça dépend d'où sont placés les points de vente, ça dépend de tout un tas de critères en fait. Mais c'est des sujets qui sont assez complexes en fait, les extrapolations statistiques. Et au tout début, la question que tu poses, elle est ultra légitime et on l'a entendu des centaines de fois. C'est quoi le taux d'ouverture du Bluetooth? C'est quoi votre reach, etc., etc. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il y a toute une chaîne, comme il y a une chaîne de consentement, il y a aussi toute une chaîne de volumétrie de données pour arriver à la fin à un résultat fiable. Et dans cette chaîne, il y a ce que j'évoquais, le nombre de magasins, notre reach, le taux d'ouverture du Bluetooth, mais il y a aussi et surtout, en fait, la performance de la campagne. Plus la performance de la campagne est faible, plus ça va être dur, voire impossible, de le détecter statistiquement. Plus l'impact de la campagne va être fort, plus ça va être facile, et en fait, plus largement on a largement suffisamment de données pour pouvoir le faire. Autre point aussi, c'est que cette contrainte-là, on l'a prise en compte dans notre déploiement. Pourquoi on est à plus de 34 000 magasins déployés aujourd'hui? J'ai pas fait 34 000 fois un magasin. Parce que je sais qu'à l'échelle d'un magasin, c'est très compliqué d'atteindre cette fiabilité statistique en voulant justement respecter la privacy des utilisateurs. Donc en fait, on déploie nos clients au national et on fait des mesures nationales. Donc on agrège les données. Et ça permet aussi d'avoir, de maximiser les chances de détecter les choses de manière fiable. Je vais donner un exemple, Yann, si tu me le permets, que j'aime bien donner, qui est un parallèle quand on est un peu en période Covid malheureusement, et donc de vaccins. Comment ça fonctionne les vaccins? En fait, les labos pharma testent sur des échantillons de population, font des A/B tests exactement comme nous, et ensuite extrapolent. Et un échantillon, en fait, j'évoquais les 500 personnes tout à l'heure, ça suffit pour extrapoler de manière fiable à 99%. Les labos pharma, dans un contexte de Covid, ils vont vouloir vacciner des milliards de gens. Donc le 99%, c'est pas assez fiable. Ils veulent savoir ce qui se passe après la virgule. Et comme la courbe de fiabilité est logarithmique, pour savoir ce qui se passe après la virgule, ça demande beaucoup plus de gens que les 500. Donc ils font des tests sur 15 000, 20 000, 25 000 personnes. Mais c'est ça l'ordre de grandeur, tu vois. Mais nous, on se dit, dans le contexte média, 99% de fiabilité, c'est déjà pas mal. Oui. Alors, cette fiabilité et ce retour sur investissement finalement qu'on peut avoir sur les campagnes de publicité plus traditionnelles, affichage TV, prospectus radio, c'est intéressant parce que finalement, ça vient contredire les traditionnelles publications sur le fait que finalement, on n'arrive pas à mesurer l'efficacité des publicités. Grâce à ça, on y arrive. Alors, ils en font quoi de ces résultats, les distributeurs? Ils retournent vers leurs agences publicité en demandant des rabais ou... Alors, non. Alors déjà, c'est vrai que c'est important. Nous, on s'est rendu compte, on est arrivé sur ce marché que l'on connaissait pas vraiment. On s'est rendu compte qu'en fait, ça avait jamais été mesuré.
mais parce qu'il n'y avait pas de solution technique qui permettait de mesurer. Et donc sur les médias traditionnels, c'est-à-dire offline, les agences médias et leurs clients réfléchissaient sur du sentiment. Voilà, on sait que ça marche, ou en tout cas on intuite que ça marche. On ne sait pas forcément à quel point, mais donc on va continuer à le faire. On fait des corrélations, quoi, qui sont plus ou moins justes. Et des probabilités, ouais, qui sont plus ou moins justes, mais c'est compliqué. Donc, a priori, ça marche. Voilà, si on synthétise, a priori, ça marche. Donc, on va continuer. Mais ils en étaient là, quoi. Et là, on leur permet de donner un ROI à l'euro près. Donc, ça leur permet d'abord de se faire des convictions basées sur de la donnée réelle et de l'impact réel. Et en fait, ça permet, plutôt que de tordre le bras à l'agence, ça permet surtout plutôt à l'agence de venir prouver l'impact de ses efforts, ce qu'elle pouvait pas faire. Et d'ailleurs, la visite en magasin, qui est notre indicateur, est le bon indicateur pour le média. Le job du média, c'est pas de générer des ventes. C'est parfois le débat qu'on a aussi. Non, les ventes, la vente finale, c'est un combo de tout un tas de choses. Ton emplacement, ton image de marque, ton média, la performance de ta force de vente, etc., etc. Mais le média, le job, c'est de faire venir des gens à l'entrée et ensuite charge au réseau de transformer. Et donc, une fois que l'agence média peut prouver son impact, mais en fait, le client en interne, il a la même problématique que l'agence. Le client en interne, c'est le patron média, c'est le patron du marketing, et à la fin de l'année, il doit avoir son DAF et son DG pour justifier de ses investissements. Et en fait, la période Covid nous a beaucoup aidé parce que on avait, avant de rentrer dans le Covid, on avait 3000 boîtiers. Là, aujourd'hui, on a 34 000. Tu vois, il y a une très très forte accélération. On a fait x10. Et on a fait x10 parce que ces sujets de mesure, dans un contexte économique compliqué, était devenu absolument nécessaire pour les marques. Ouais. J'ai moins de budget, et parce que j'ai moins de budget, je peux plus me permettre de pas savoir ce que je fais. Absolument. Alors, juste encore un petit point technique, parce qu'on a vu comment on faisait la liaison entre la pub TV avec les boîtiers, etc. Mais alors, pour l'affichage, les prospectus et la radio, ça marche pas pareil. Il nous faudrait un deuxième podcast pour parler de tous ces sujets-là, mais pour te donner une idée, par exemple sur l'affichage, en fait les mêmes boîtiers que je mets en magasin, je les pose sur les panneaux. Ah oui. Et ça me permet de faire la réconciliation entre des gens qui passent devant les panneaux de manière certaine et qu'ensuite je retrouve en magasin. Ça permet de mesurer l'impact de l'affichage. Tu me demandais tout à l'heure ce que les clients en faisaient. Ouais. On leur donne aussi plein d'indicateurs. Par exemple, ce qu'ils appellent la période de rémanence. C'est-à-dire jusqu'à combien de jours ma campagne a de l'impact. Mais en fait, personne ne savait. Personne ne sait. Nous, c'est un indicateur que l'on calcule et qui d'ailleurs change de campagne en campagne. Cette campagne-là a eu de l'impact jusqu'à J+12. Celle-là, elle a eu de l'impact jusqu'à J+34. Donc ça leur permet d'optimiser leur plan. Et l'autre chose que ça nous permet de faire aussi, c'est d'optimiser les plans. Tu parles de l'affichage, c'est intéressant parce que c'est souvent un média qui est très critiqué par rapport à son impact environnemental. Et en fait, il y a beaucoup de panneaux aujourd'hui qui sont achetés, mais qui sont achetés alors qu'ils sont jamais vus par des gens qui vont naturellement dans les magasins. Et donc, c'est clairement pour la planète une mauvaise nouvelle. Un peu comme les prospectus papier. Ouais. Il y a des prospectus qui sont distribués dans des zones où les gens ne les lisent jamais. Et en fait, comme on arrive à faire cette réconciliation, on arrive à identifier ces zones-là ou ces panneaux-là, et on arrive en fait à avoir, en optimisant les plans, plus de performance avec moins de médias. D'accord. Alors, et donc, pour l'affichage, là je comprends bien, d'un point de vue technique. Pour le prospectus, c'est plus difficile quand même. C'est encore différent en fait. À chaque fois ça a été un challenge. Pour le prospectus, on travaille à la zone iris. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un iris. Quand l'INSEE a découpé la France en zones de 2000 foyers, qu'ils ont appelé ça des iris comme l'œil, IRIS. Et quand un Auchan décide d'envoyer des tracts dans sa zone de chalandise, ils choisissent les iris en gros si je schématise. Et en fait nous on arrive à connaître non pas l'adresse d'habitation, mais l'iris d'habitation d'un identifiant. Et un iris, encore une fois, d'habitation, c'est 2000 foyers. Donc, pareil, sur les sujets de privacy, on se rend bien compte là aussi que je suis incapable de te retrouver, quoi. Je sais pas où tu es vraiment. Mais ce niveau de granularité me suffit parce que c'est le niveau de granularité qui est utilisé par Auchan quand il tracte. Et donc, c'est comme ça qu'on fait cette réconciliation. Et alors, la radio ? Et la radio, c'est le média qui est le plus en R&D. Donc voilà, je préfère pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas encore lancé, mais c'est aussi un média qui sera compatible bientôt.
Alors, dans l'avenir, on nous parle aussi de la suppression des prospectus, du fameux WePub. Donc finalement, le prospectus va se numériser de plus en plus. C'est déjà un peu le cas, mais ça va être systématique. Alors comment ça va fonctionner? Là, on pourra plus utiliser l'iris. C'est compliqué ces sujets de prospectus, parce que c'est, d'un point de vue environnemental, c'est catastrophique. Mais d'un point de vue sociétal, il y a beaucoup de foyers en France très modestes qui dépendent de ces prospectus pour pouvoir acheter pour faire leurs courses, quoi, et nourrir leur famille. Donc le sujet, c'est plutôt qu'une suppression totale du prospectus, le sujet c'est plutôt d'arrêter la gabegie, c'est-à-dire d'arrêter de la distribution dans les zones où il n'est plus suffisamment efficace. Et donc on se retrouve un peu malgré nous, mais évidemment on est bien content, auprès de nos clients qui nous ont déployés sur des sujets médias différents que des prospectus, de se retrouver sur ces points-là. Tu vois, on intervient par exemple la semaine prochaine devant tous les adhérents de Bricomarché sur ces sujets d'optimisation de leur budget de prospectus. Où est-ce qu'ils peuvent l'arrêter, donc faire des économies et aussi faire un geste pour la planète sans impacter leur performance commerciale. Et sans nous, en fait, c'est très compliqué aujourd'hui de faire ça. Alors pour conclure, là on a parlé beaucoup de la France. Mais qu'est-ce qui se passe à l'international? Au début, on a commencé avec Regent Street. Est-ce que à Regent Street, on retrouve les beacons, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement s'est développé en France, mais pas ailleurs? La chance que l'on a, et ce qui fait aussi à la fois l'immense opportunité qui existe pour Kairos, mais aussi la grande difficulté, c'est qu'on n'a toujours pas d'équivalent nulle part ailleurs dans le monde. On est les premiers à avoir un peu fait ce travail et surtout réussi l'implémentation de tout cet écosystème qui a été quand même compliqué à mettre en place. Et donc là, on commence à l'étranger. Par exemple, on travaille pour une filiale de Walmart au Mexique. On a des clients au Canada, en Italie, et donc petit à petit, on tisse notre toile. Mais effectivement, petit à petit, notre ambition, elle est évidemment internationale, juste pour saisir l'opportunité assez historique, je trouve, qui est la nôtre aujourd'hui. C'est plus difficile d'évangéliser quand on est tout seul. En même temps, il y a moins de concurrents. Mais... Alors, en fait, tu as raison. Mais alors, on n'évangélise pas vraiment parce que les sujets qu'on adresse sont des sujets qui existent depuis 40 ans. Tu vois, la mesure d'impact du média, ça fait 40 ans qu'ils ont les mêmes sujets. Donc c'est plutôt, on peut copier personne. Je sais pas si tu connais ce Rocket Internet, là, les Allemands qui ont fait leur business en copiant des business qui ont bien marché. Nous, on peut pas faire ça. On est obligé de trouver notre product market fit, comme on dit dans le langage startup. Et c'est ça qui prend du temps et qui nous prend du temps. Bon, eh bien maintenant, grâce à toi, Guillaume, on sait tout du beacon et on va pouvoir faire un bilan sur Visionary Marketing de tout le travail qui a été fait ces dernières années. Merci à toi. Merci Yann, merci pour notre échange. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.